Bonsoir et bienvenue à tous pour ce nouveau débat du commerce international, qui est le premier de l'année. D'autres suivront. D'ailleurs, dès le 12 février, nous aurons un autre débat de ce type-là sur le Mercosur. Et puis, d'autres encore après. C'est vrai que l'actualité en matière de commerce international est riche, et surtout depuis le changement de président aux États-Unis. Donc, nous ne manquerons pas de sujets. Ces débats du commerce international, donc, que nous avons initiés il y a 6 mois maintenant, 8 mois, sont une des activités de la fabrique de l'exportation, qui est, comme vous le savez, donc, le seul think tank français uniquement dédié aux questions de commerce international. Et je vous remercie de votre participation et de l'intérêt que vous portez tous à ces travaux par votre participation à ces webinaires. Et nous engageons d'ailleurs à aller encore plus loin pour ceux qui ne l'ont pas fait, à devenir membres de la fabrique de l'exportation, et vous recevrez bientôt d'ailleurs une petite incitation à vous inscrire et adhérer à notre association pour lui donner encore plus de force et encore plus de visibilité. Au cours des derniers mois, donc, nous avons traité divers sujets. Nous avons traité toujours sous l'angle de la politique commerciale, du commerce extérieur, les États-Unis, la Chine, la politique européenne. Et aujourd'hui, nous nous intéressons au Royaume-Uni. Pourquoi? Parce que nous sommes à peu près 5 ans après le Brexit, et qu'un des objectifs du Brexit était, de libérer le Royaume-Uni des contraintes de la politique européenne dans tous les domaines, y compris dans celui de la politique commerciale. Et à l'époque, chacun se souvient qu'un des arguments des pro-Brexit, des Brexiteurs, était précisément d'essayer de faire retrouver au Royaume-Uni son influence globale, son influence mondiale, en développant ses relations avec d'autres zones, plus que l'Europe, des zones comme les États-Unis ou comme l'Inde. Et donc, ce serait intéressant de voir, 5 ans après, d'essayer de tirer un premier bilan où en est le Royaume-Uni dans ce mouvement. Et pour traiter ce sujet, donc, nous avons demandé, et nous remercions d'avoir accepté l'invitation, à Olivier Morel de nous présenter sa vision de ce sujet. Donc, Olivier est avocat à la Cour d'appel de Paris et surtout en Angleterre, également en Angleterre, solliciteur, comme on dit. Il est au Royaume-Uni, je crois, depuis plus de 30 ans. Il a travaillé dans divers cabinets, actuellement, cabinet Clubs, comme ça se voit très clairement sur son fond d'écran. Il est également président du comité Royaume-Uni des conseillers du commerce extérieur. Il est également très actif au sein de la Chambre de commerce française du Royaume-Uni. Et je dirais, surtout, je connais Olivier depuis longtemps, c'est de mon point de vue, un des meilleurs connaisseurs du Brexit, sujet auquel il s'intéresse depuis longtemps, et auquel il a consacré de multiples tribunes, de multiples articles, regroupés dans une sorte de publication qui s'appelle les Chroniques du Brexit, qu'il a publié très régulièrement au cours des dernières années, depuis la période de la négociation d'ailleurs, et la période de la mise en place de cette nouvelle politique anglaise. Et d'ailleurs, je reprends les mots qu'il met lui-même pour présenter ces chroniques, en disant qu'il s'agit d'un regard décalé et d'observation caustique d'un spectateur engagé sur le Royaume-Uni. Donc, il a vraiment une vision très, très, très précise de ce pays, qu'il connaît bien. Il donne quelques-uns des titres de ses chroniques. Parmi d'autres, Brexit ne connaît pas, personne ne sait ce qu'est le Brexit. Une autre qui s'appelle une entente cordiale renouvelée, ou un autre, Brexit, le début de la fin ou la fin du commencement. Donc il est particulièrement au fait de tout ça, et je lui ai demandé, il a accepté de voir le sujet maintenant, encore une fois, avec ce premier recul, ce premier pas de 5 ans, et de voir un petit peu où en est aujourd'hui la stratégie internationale du Royaume-Uni. Donc voilà, donc je passe la parole à Olivier pour une présentation de 20 minutes ou 30 minutes, et ensuite, bien sûr, comme d'habitude, nous aurons la séance de questions-réponses. Olivier, le floor is yours. Merci Alain, bonsoir à tous. Et c'est effectivement le timing est approprié. On a
les effets du Brexit se sont souvent mélangés avec ceux de la pandémie, donc c'était très compliqué de savoir quels étaient qu'est-ce qui avait un effet démêler les uns l'un de l'autre était compliqué, mais on est suffisamment loin de la pandémie et on arrive aussi ce qu'on appelle le TCA, donc Trade and Cooperation Agreement, c'est l'accord donc entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, a une clause de mémoire 776 qui prévoit ce qu'on appelle communément une clause de revoyure, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, on a le loisir voilà, de se voir. Ça ne veut pas dire qu'on va le revoir, ça veut dire qu'on est d'accord pour en parler. Donc c'est très limité, mais c'est vrai que donc c'est intéressant de voir ce qui se passe. Et donc je vais partager mon écran euh, pour voilà. Donc voilà, vous voyez mon écran, j'espère. Parfait, parfaitement. Parfait. Donc, comme on dit, le titre qu'on avait choisi, un slogan ambitieux à la réalité commerciale. Et donc, on nous avait promis qu'on sortirait de l'Union européenne qui freinait les ambitions globales du Royaume-Uni, mais quel bilan 5 ans après? Et donc, on va voir ce qu'il en est, mais il y a aussi en 2025 on est à une année intéressante parce qu'on a un nouvel gouvernement depuis le mois de juillet dernier. Et donc, ça permet peut-être une inflexion. Je ne veux pas déflorer le sujet, mais on se doute bien que le changement de majorité après 14 ans va sans doute amener à cette inflexion. Donc, on va revoir quelques dates clés pour se remettre, parce que ça fait quand même 2016 était la date du référendum. Le contexte politique, très rapidement ce qu'il était, mais surtout ce qu'il est maintenant et pourquoi ça a une influence importante sur ce qui pourrait se passer. Je reprends une expression qui avait été mise à la mode par la campagne de Bill Clinton en 92. C'était un des mots d'ordre le personnel de campagne de Bill Clinton, que tout ce qui comptait pour les électeurs, c'est l'économie. Et comme on l'a vu avec l'élection de Donald Trump, effectivement, malgré les objections nombreuses et variées aux candidats, les gens ont voté finalement en se disant, en ayant le souvenir que la dernière fois qu'il était au pouvoir, il avait le sentiment que ça allait mieux. Et donc on vote sur cette base-là. Donc de nouveau, l'économie est très importante. Euh, de nouveau, pour remettre en contexte la relation commerciale en statistique entre la France et le Royaume-Uni et la France et l'Union européenne, euh, quelles sont la réalité des dividendes, mais aussi des coûts du Brexit pour le pays. Et on a, comme je l'ai dit, on a eu maintenant le temps de se pencher réellement on a un peu de recul. Et puis on se projettera un peu vers l'avenir. 2025, est-ce une année pivot? Est-ce une ère nouvelle? Et en regardant USA-Chine, qui sont les deux grands blocs à part l'Union européenne, donc en fait vers laquelle tous les pays doivent se positionner. Le Royaume-Uni n'est pas différent. Et enfin, peut-être des conclusions, et puis évidemment, on passera aux questions, qui est la partie la plus intéressante des échanges. Alors, quelques dates clés, juste pour se rappeler. On fait un peu d'histoire politique, mais le 7 mai 2015, et ça explique qu'il faut. Je pense que Oui, vous pourriez peut-être des slides, faire avancer les slides. pardon? Je vais peut-être faire avancer les slides, donc tu n'as pas une. Les slides, faire avancer ta slide, là. Je pense que tu as des. Non, il n'y a pas de. Il n'y a pas de slide. Ok, d'accord. D'accord. Pardon. Ok, c'est bon, là, vous avez toute la slide, oui, sur le. Ah, d'accord, ok, d'accord. D'accord. D'accord, toutes Ok. les dates clés. Donc, en mai 2015, les conservateurs gagnent contre toute attente une majorité avec 10 sièges. On partait d'une coalition. Et c'est important puisque David Cameron avait promis dans son programme de gouvernement euh, de tenir un référendum en pensant qu'il ne gagnait pas de majorité et que donc ce serait une promesse sans lendemain. Et en fait, contre toute attente, il gagne cette majorité, ce qui fait qu'il faut qu'il fasse le référendum. Il le fait le 23 juin. Et aussi, contre toute attente, le référendum 52-48 est gagné par les partisans de la sortie. Donc on sort de l'Union européenne. En tout cas, le résultat est la sortie. Pour la petite histoire, c'était un référendum consultatif uniquement. Comme quoi, ce genre de disposition n'a pas vraiment d'effet, en tout cas n'a pas eu d'effet, puisque sous le poids, il aurait été impossible de dire, en fait, c'était consultatif, donc on ne va pas suivre les recommandations.
Le 31 janvier, donc sortie officielle. Euh, et l'accord n'est signé que le 30 décembre 2020, avec une période de transition très raccourcie au 31 décembre 2020. Et donc, pour se mettre en mémoire, le 31 janvier 2020, la sortie officielle, on s'apprêtait à entrer en pandémie. Et donc, tout ça, et j'allais dire, tout d'un coup, les préoccupations n'étaient plus là. Le 31 décembre, la fin de la période de transition, et le 1er mai réellement en 2021, il y avait quelques ajustements, on a retardé quelques mises en vigueur, et donc le 1er mai 2021 était l'entrée en vigueur effective. Donc on arrive à, maintenant on est à plusieurs années de remise. Donc le contexte politique, à l'époque le leader travailliste y apportait un support qu'on peut appeler tiède. Excuse-moi, Olivier, oui, je pense que tes slides n'avancent pas à l'écran, en tout cas. Ah bon? Oui, je pense que toujours la slide 1. Je pense Euh, que tu suis. tu as la slide contexte politique là? Non, non, on est toujours sur celle de la première page. Ah bon? Ah, alors là, je comprends pas, là, pardon. Euh, Voilà, C'est voilà. bon? Contexte politique, là, voilà. D'accord, d'accord, pardon. Voilà. Donc le contexte politique, bon, un support pro-européen qui est tout à fait tiède. Il faut savoir que Jeremy Corbyn, qui est un vétéran de la gauche du Parti travailliste, pardon, a toujours pensé en tout cas pendant très longtemps, que l'Union européenne était un complot capitaliste et que donc il fallait à tout prix s'opposer à ce, à cette, à ce machin, comme aurait dit le général de Gaulle. Euh, c'est aussi intéressant et ça a un effet sur ce qui se passe au gouvernement maintenant, c'est que le résultat du référendum est pour les travaillistes, ce que j'appelle le grand écart. C'est-à-dire que 70 à 80% des députés étaient pro-européens. Par contre, l'électorat était dans des proportions quasiment inverses. Et donc, c'est pour ça que ce que j'appelle le Brexit en particulier pour le parti travailliste, et de la kryptonite politique. Ils sont toujours tétanisés par l'idée que leurs électeurs sont anti-européens. Euh, et que de mentionner, donc le Brexit n'a absolument pas été mentionné pendant toute la campagne électorale. Et à chaque fois qu'un journaliste posait la question, et depuis l'élection, chaque fois qu'un journaliste a posé la question au Premier ministre, c'est nous avons voté, voilà, il ne faut pas refaire le résultat, on va pas, c'est de la démocratie, etc. Donc ils sont absolument arc-boutés sur cette position-là, ce qui explique pas mal de choses qui peuvent être même illogiques, on va dire, dans la façon dont ils appréhendent le sujet. Euh, Juste pour remettre aussi dans le contexte, toujours ce contexte politique, euh, c'est un sondage donc fait par un sondage quand même donc de 15 000 très, très représentatif de 15 000 comment dire, interrogés, 15 000 personnes. Et comme on voit, donc, la question c'était quelle est votre vision sur la relation avec l'Union européenne? Et la vision c'est que quasiment 50% veulent que le gouvernement britannique se rapproche de l'Union européenne et ait une relation beaucoup plus étroite avec l'Union européenne. Alors, on ne dit pas ce que veut dire relation étroite, mais en tout cas, on veut une relation plus étroite. 15% veulent une relation plus distante, et là, on reste en fait, c'est les irréductibles qui pensent toujours que le Brexit était une bonne idée. Et d'ailleurs, quand on leur pose la question, ces 15%, c'est pas que le Brexit était une mauvaise idée, c'est que le Brexit a été trahi et n'a pas été mis en place correctement. En fait, c'est ça la vision. Et puis un petit quart qui pense que non, ça va, c'est à peu près correct. Et puis toujours, comme souvent, bah, une grosse dizaine de pourcents qui ne savent pas. Euh, voilà. Donc, pour le contexte économique, comme je l'ai dit, le gouvernement a beaucoup misé sur la croissance, qui est un sujet en ce moment, parce que l'économie ne va pas aussi bien, mais il n'y a pas qu'au Royaume-Uni. Mais une des façons d'accélérer la croissance, c'est évidemment d'augmenter les relations avec l'Europe, et on verra dans quelle proportion le UK continue à commercer avec l'Europe. Euh, et la croissance, le gouvernement a misé, le chancelier, donc le ministre des Finances, Rachel Reeves, a misé énormément
sur la croissance comme un levier essentiel de réduction de la dette. Le gouvernement a trouvé en arrivant un trou qui n'avait même pas été identifié de 60 milliards de livres, 75 milliards d'euros, qui n'était même pas, enfin qui ne figurait nulle part en fait. Et donc on savait que la situation était mauvaise, elle a été encore plus mauvaise qu'on ne le pensait. Donc il faut à tout prix, on peut le résoudre par deux moyens, par de la croissance, par de l'impôt, ou un troisième moyen, c'est des économies, mais il y a eu un tel déficit d'investissement depuis 15 ans de gouvernement conservateur que le système de santé, l'infrastructure, les infrastructures, l'éducation, tout a besoin d'argent. Et donc il y a un vrai sujet, et c'est là qu'est le paradoxe, c'est que il n'y aurait que des bénéfices à un rapprochement avec l'Union européenne, à une plus grande facilité de commerce et d'échange. Faciliter le main-d'œuvre, c'est le sujet numéro un qui revient toujours quand on interroge les entreprises, que ce soit françaises ou britanniques d'ailleurs, c'est de dire le Brexit nous met des bâtons dans les roues quand il s'agit de recruter des talents. Or, il y a des tas de domaines où on a un déficit de main-d'œuvre, que ce soit le BTP, que ce soit la santé. Il faudrait trouver le réservoir naturel, ce serait les pays voisins. Or, ayant introduit maintenant un visa, comme tout pays tiers à l'Union européenne, en fait, l'applique. Donc, on a le même système ici que pour les Américains, pour les Indiens. Et donc, l'Union européenne est traitée sur les mêmes critères. Donc, c'est des leviers de croissance, il faudrait le faire, mais comme je le dis, le dogme politique est totalement opposé à cette, comment dire, à cette mesure qui serait totalement évidente. Alors, pour remettre les choses de nouveau quelques grands chiffres, on parle du commerce bilatéral France-UK, plus de 120 milliards d'euros. Donc ça, c'est des chiffres en année pleine 2023, en croissance par rapport à l'année précédente. Avec des biens et des services, donc ça se répartit 75 milliards de biens, 46 milliards de services. Le Royaume-Uni est un très gros exportateur de services. Je crois bien que c'est le deuxième exportateur mondial de services, donc c'est un gros sujet. Et c'est d'ailleurs, ça a été, en fait, dans la négociation sur l'accord, le TCA, les services sont quasiment inexistants. Et donc là-dessus, ils se sont complètement fait, enfin, ils ont très mal négocié parce que c'est une de leurs forces. Or, c'est totalement absent. Et donc les entreprises de services, dont les services juridiques que je connais bien, mais aussi les services financiers, ont été absolument effarés que voilà, le seul excédent dans la balance commerciale, c'est les services. Or, les services sont complètement ignorés. Donc la France, on a un excédent avec le Royaume-Uni sur pratiquement tous les postes. Et on pourra regarder, j'ai des statistiques sur quels sont les domaines dans lesquels on commerce. Dans quasiment tous les postes, on est excédentaire. Et comme je l'ai mis là, l'Union européenne reste le principal partenaire. C'est logique, on est tout à côté. On représente, l'Union européenne représente 41% des exportations et 47% des importations. Le Royaume-Uni importe quasiment 2 tiers de ce qu'on mange. Donc très clairement, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, j'ai mis dividendes entre guillemets évidemment, m'écoute également. Quels sont les dividendes de l'écoute? Donc il y a eu plusieurs tentatives de renégocier des accords, donc avec des pays avec lesquels l'Union européenne avait déjà des accords, mais en fait, il a fallu renégocier de nouveau au cas par cas avec tous ces pays-là. C'était le grand espoir sur lesquels comment on dit, les pro-Brexit négociaient. En disant, voilà, on va pouvoir négocier librement sans être entravé par l'Union européenne. Donc, j'ai pris simplement 3 exemples. Un exemple qui est pour l'instant théorique, puisque le UK a essayé de négocier avec ce qu'on appelle le CPTPP, donc pour rejoindre cette zone de libre-échange, comme vous le voyez, qui sont des pays du Pacifique, en fait, qui bordent le Pacifique, et très clairement... Avec la carte passe, s'il vous plaît. Et très clairement,
on a le bénéfice potentiel est ridicule. Donc, c'est une estimation faite par Chatham House, qui sont des gens très sérieux, qui estiment à 0,087% de croissance de PIB si le UK rejoignait cette zone de libre-échange. Le UK a signé un même accord de libre-échange avec le Japon et l'Australie, et de nouveau, les bénéfices sont négligeables. 0,07% pour le Japon et 0,08% pour l'Australie. Donc, on parle de choses tout à fait négligeables. Je crois qu'il est assez, le consensus, c'est que les bénéfices du Brexit sont complètement, oui, tout. Je laisserai la parole, oui, pardon, donc la parole à un ministre, c'était le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Pêche dans les gouvernements de David Cameron, Theresa May et Boris Johnson, donc, et un pro-Brexit de longue date, qui déclarait en 2022, il avait quitté le gouvernement. Le Royaume-Uni a beaucoup concédé sans obtenir assez en retour. Aucun des deux pays, donc il parlait de l'Australie et de Nouvelle-Zélande, aucun des deux pays n'avait quoi que ce soit à nous offrir en contrepartie de concessions très généreuses. Et il était censé défendre le secteur de l'agriculture britannique, et il a admis avec, bon, il faut reconnaître, lui donner le crédit de sa candeur, qu'en fait, il avait ouvert les portes aux moutons, si je puis caricaturer, aux moutons néo-zélandais, sans que vraiment les Britanniques, le secteur agricole, n'y gagnent quoi que ce soit. Donc ça a été un vrai fiasco. Et si on peut lister d'autres coûts en macroéconomique, donc il y a plusieurs organismes qui se sont penchés là-dessus de manière très sérieuse. Le Center for European Reform est un organisme très sérieux qui a estimé que le coût pour le Royaume-Uni en manque à gagner a été de 23 milliards de livres d'export de biens et services par trimestre depuis qu'on a quitté l'Union européenne. Donc c'est absolument colossal. Et ça correspond, ils ont fait des calculs quand même assez sophistiqués pour voir que ça correspond à une réduction de 4 à 5% de PIB comparé à un UK qui serait resté membre. Donc c'est tout à fait, enfin c'est gigantesque. L'Office for Budget Responsibility, donc l'OBR, qui est une espèce je veux dire, de Cour des comptes, donc qui vérifie et qui travaille avec les mêmes modèles que le gouvernement, mais qui vérifie donc les comptes publics, a aussi fait état d'une réduction de la productivité de 4%. Il faut savoir que le Royaume-Uni a un déficit de productivité de toute façon par rapport à l'Allemagne et la France de quelques, bon an, mal an, entre 15 et 20%. Donc on dit parfois ce qu'un Français met 4 jours à produire, le Britannique en met 5. Et enfin, donc 2000 livres par an pour chaque Britannique de coûts à la fois en inflation, les entreprises qui veulent importer ont affaire à une bureaucratie supplémentaire, ils sont obligés d'en répercuter le coût sur leurs consommateurs. Voilà. Le coût politique, qui est difficile à mesurer, mais qui est très important, perte d'influence. Le Royaume-Uni est sorti du programme Erasmus, donc d'échange, un programme qui a eu un succès énorme à travers l'Europe. De nouveau, il y a une espèce c'est une décision qui est presque uniquement idéologique de sortir de là. Et ils ont mis en place un système qui l'a remplacé, mais évidemment, qui n'arrive pas à la cheville d'un système aussi sophistiqué et aussi ancien qu'Erasmus. Donc, c'est malheureux. Et ça, je l'ai lu ici et là, et je crois que, c'est un point de vue assez personnel, mais il y a un effet délétère et un coût un peu difficile à mesurer, mais qui est réel. C'est la saturation de la bande passante du secteur public. C'est-à-dire que pendant que tous les hauts fonctionnaires et la machine d'État du Royaume-Uni travaillaient à essayer de mettre en place des politiques publiques guidées par ces dogmes politiques, ils ne s'occupaient pas d'autre chose. Et on a attribué, il y a quelques études qui montrent que la réponse à la pandémie, qui a été, on va dire, dans certains côtés meilleure, mais dans d'autres côtés bien moins bonne, et en tout cas le manque de préparation du Royaume-Uni est peut-être attribuable en partie au fait que on avait passé des années à travailler sur le Brexit, alors que on aurait pu faire des choses plus intelligentes. Donc ça a avalé cette espèce de trou noir d'énergie et de talent, qui a avalé du temps, tout simplement, qui n'a pas pu être consacré à autre chose.
Alors, pour être un peu plus positif et pour terminer sur des notes, je vais dire plus actuelles, 2025, changement de gouvernement donc au début juillet, gouvernement travailliste avec une majorité écrasante, le Parti conservateur a eu à un moment pas peur qu'il soit réduit à deux chiffres et qu'il ne soit que le troisième parti après les libéraux-démocrates. In fine, ils sont à 124 ou 125, je crois, à peu près de députés, mais ils ont été complètement laminés. Donc le parti travailliste a une majorité absolument colossale qui lui permet donc d'avoir totalement les coudées franches. Et ils ont décidé de remettre à plat à la fois leur politique commerciale, mais aussi diplomatique. Et les deux marchent main dans la main. Et ils ont émis donc quatre grands principes avec un ordre de priorité. Et donc, la première, donc, les quatre que je liste. Le premier, c'est on remet le libre-échange au centre des préoccupations. Et c'est intéressant que ce n'est pas le Global Britain tel que défini par les pro-Brexit. Ce n'est pas le fait d'aller essayer de rejoindre comment dire, un accord de libre-échange du Pacifique. C'est le retour aux sources de ce qu'a toujours été le Royaume-Uni, ce qu'on a appelé à une époque le Wimbledon Effect, avant que Murray gagne Wimbledon, c'était le fait que le Royaume-Uni était ravi d'avoir le plus grand tournoi de tennis au monde. C'est pas grave que les Britanniques ne gagnent pas, du moment que tout le monde vient. C'est en fait être une place de marché ouverte au monde entier. Et appartenir à l'Union européenne était un des piliers de cette philosophie. Donc on retourne à cette façon de voir. La deuxième chose, c'est ménager les trois grands partenaires. Et ça, on pourra y revenir. Donc, je vais dire deux, trois mots sur ces sujets, mais on pourra en parler un peu plus longuement, qui sont les USA, la Chine et l'Union européenne, sans grande surprise. Le troisième pilier, c'est l'accent sur les services. Le Royaume-Uni est un très grand exportateur de services. C'est leur seul poste excédentaire vis-à-vis en particulier de la France et de l'Union européenne. Et ils ont négocié récemment, et ça a pris très longtemps, un traité donc, avec la Suisse, axé en grande partie sur les services financiers, c'est pas une surprise, qui pourrait servir peut-être de modèle. Alors je ne connais pas l'accord lui-même, mais je sais que ils essayent d'avancer dans cet axe-là. C'est évident, c'est là-dessus qu'est notre, comment dire en bon français, notre USP, Unique Selling Point. Donc évidemment, on essaye de profiter de ça. Et puis le quatrième ordre de priorité, c'est le recalibrage avec l'Union européenne, le reset, le fameux reset. Et là, l'ordre de priorité est dans un premier temps le militaire. Vous connaissez sans doute tous l'accord, donc les accords de Lancaster House qui sont donc signé en 2010 sur la coopération franco-britannique. Il faut savoir que, enfin, c'est pas un mystère, le Royaume-Uni et la France sont donc les deux plus grandes armées de l'Union européenne, les deux seuls pays membres permanents du Security Council des Nations Unies au sein de l'Union européenne, donc en Europe de l'Ouest, je dirais, en excluant la Russie. Dans ce cadre-là, les deux seuls capables d'avoir une certaine capacité de se projeter hors des frontières, avec l'aide des États-Unis, mais avec une armée suffisante. Donc il y a des intérêts communs et des enjeux communs de deux puissances régionales moyennes qui font que 1 plus 1 font 3. Et donc avancer en ordre dispersé, c'est complètement idiot. Donc il faudrait, l'idée c'est d'essayer de remettre ça à jour et de relancer ça. Et on remet le commerce à plus tard. C'est-à-dire que pour l'instant, on se contente de ce qu'on appelle le changement de mood music, changement de ton. Donc, on essaie de remettre les choses, de créer un environnement. Et ça, c'est un peu vague. Pour l'instant, c'est un peu frustrant pour on avait il y a 2 semaines une visite du MEDEF ici qui cherchait à prendre des contacts et savoir est-ce qu'il y avait avoir des changements. Et la seule chose, ils sont venus, en fait, je pense, un peu frustrés parce que tout ce qu'ils ont entendu, c'est ah, mais pour l'instant, écoutez, on essaye de montrer à tout le monde qu'on est revenu à des choses normales et ennuyeuses. On va dire la politique est redevenue ennuyeuse. Mais au-delà de ça, il ne faut pas s'attendre à des choses beaucoup plus structurantes que ça. Et la clause de revoyure donc de fin 2025, ce sera intéressant d'observer ce qui va se passer, mais pour l'instant, il n'y a pas d'ambition de réécrire et de rejoindre en fait une zone de libre-échange.
pour l'instant, c'est pas du tout à l'heure du jour. Alors, les deux derniers chapitres intéressants, et là, avec les élections récentes aux États-Unis et l'arrivée au pouvoir pour la deuxième fois de Donald Trump, euh, les États-Unis. On parle toujours de cette fameuse special relationship, est-elle si spéciale? Euh, la réponse pour faire court est non. Tous les États ont des relations transactionnelles les uns avec les autres, avec bon, avec un peu d'affect derrière bien sûr, mais très clairement, cette special relationship, elle est spéciale dans la tête des Britanniques évidemment. Quand William Hague, qui avait été un des ministres des Affaires étrangères de Cameron il y a quelques années, la première chose qu'il a faite, il est sauté dans un avion. Il a été, à l'époque, Hillary Clinton était Secretary of State, donc ministre des Affaires étrangères. Il a été dans les 24 heures de sa nomination. Il a sauté dans un avion pour aller voir Hillary, parce que bah, voilà, c'était la special relationship. Donc, les Américains jouent sans doute un peu là-dessus et ils le regardent avec un mélange à la fois c'est un petit peu agaçant, mais bon, il y a un côté, j'allais dire, j'allais presque dire bisounours qui les amuse, qui les entendrait un peu, mais enfin bon, au-delà de ça, la réalité commerciale n'est pas présente derrière ça. Euh, que change l'élection de Donald Trump? Je pense pas grand-chose. Alors les Britanniques pensent qu'ils ont quand même Trump aime bien la famille royale. Enfin bon, on ressort un peu des clichés, mais je pense que ça n'a pas changé grand-chose. Alors, il s'avère que le Royaume-Uni a un déficit comme la France, donc on n'est peut-être pas en première ligne, j'allais dire, d'un Trump agressif et transactionnel qui va essayer de soutirer comment dire, des avantages de cette relation. On pense que l'Allemagne et l'Italie sont plus en pointe, surtout l'Allemagne qui a un surplus très important. Ceci étant dit, quels sont les sujets sur lesquels on va sans doute revoir l'administration Trump, c'était les mêmes que la dernière fois, c'est-à-dire les produits phytosanitaires, pour traduire, c'est le poulet chloré et les veaux aux hormones, et ouvrir le NHS, donc le système de santé, aux opérateurs privés. C'était deux objectifs déclarés de la dernière administration. Donc on peut s'attendre à ce que ça se reproduise. Donc on pourrait y revenir et on pourra développer là-dessus. Le deuxième, évidemment, grand acteur, c'est la Chine. Alors là-dessus, il y a un développement très récent et intéressant. On se rappellera dans les années 2010-2012, David Cameron et surtout George Osborne, qui était à l'époque le ministre des Finances, avaient beaucoup insisté et initié une politique, il avait appelé ça l'âge d'or, le golden age de la relation sino-britannique. Il avait fait énormément d'efforts pour qu'à l'époque le renminbi soit donc échangé sur la bourse de Londres. La place de Londres est toujours une place d'échange de currency très importante. Donc ça n'a pas. Et donc il y a eu toute cette période et puis les choses se sont beaucoup détériorées, Hong Kong, Taïwan, etc. Et donc il n'y avait plus de contact quasiment à haut niveau. Et la chancelière s'est déplacée donc à Pékin il y a une dizaine de jours. Et le premier déplacement depuis 2019, donc c'était très important. Et elle a emmené dans ses bagages des banques et des établissements financiers. Donc c'est très clairement une offensive de la City pour essayer de remettre du liant dans la relation UK-Chine. Et donc ils ont en tête le fait, et comme on le sait, le Royaume-Uni n'impose pas donc de droits de douane sur les importations de véhicules chinois parce qu'ils ont en contrepartie des exportations importantes d'automobiles vers la Chine. Donc ils veulent surtout pas, en tout cas ils essayer de ne pas se fâcher pour protéger leur export vers la Chine. Et d'autre part, sur les véhicules électriques, il y a un courant de pensée qui commence peut-être à se faire jour en disant, vu la taille du marché et l'avance qu'ont pris les Chinois dans la technologie des batteries et des véhicules électriques, est-ce que finalement, il ne faut pas se concentrer sur ce qu'on sait faire et à la limite presque abandonner le terrain. Donc c'est un peu controversé comme vision, mais
c'est vrai que je crois que il me semble que c'est le chairman de Ford, donc les Américains, qui avait fait un déplacement en Chine récemment et qui était revenu vers son conseil d'administration et en faisant un constat assez similaire en disant les Chinois sont tellement loin et ils ont une telle avance et en plus commercialement un tel avantage compétitif avec une main-d'œuvre beaucoup moins chère. euh, il faut quand même se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait devant une telle avance. Est-ce qu'on essaye de faire concurrence à quelqu'un quand on attend de retard? Donc je ferme la parenthèse, mais c'est une vision importante à avoir en tête. Et donc, je l'ai dit, la City est la priorité. Mais écoutant un conseil, pardon, un consultant hier sur les impacts éventuels, quel va être l'impact de l'arrivée de Trump, il pensait que directement, donc, non, le UK n'est sans doute pas en première ligne parce qu'il y a ce déficit, donc il y a pas urgence. Par contre, il est fort possible qu'il utilise, en tout cas, il fasse pression sur le UK euh, en essayant d'utiliser le UK dans sa politique vis-à-vis de la Chine. Donc, on sait il a rendu public son opposition donc à la politique chinoise d'export et donc d'imposer des tarifs à la Chine. Et donc, il va peut-être faire pression sur le Royaume-Uni qui pourrait se retrouver dans une position inconfortable. Qui vont-ils favoriser? Vont-ils favoriser la Chine ou les États-Unis? Les États-Unis sont un partenaire plus important commercialement et donc vont-ils être amenés au bout d'un moment à devoir faire en fait à choisir entre l'un et l'autre. Donc c'est assez compliqué comme situation. On va faire le grand écart. Donc voilà. Ma conclusion, s'il y en a une, mais on pourra très bien développer, c'est il semblerait quand même que le UK et l'Union européenne, l'Union faisant la force, sont condamnés à s'entendre. Être séparés, c'est quand même pas une très bonne idée, surtout vis-à-vis de mastodontes comme la Chine et comme les États-Unis, surtout avec les États-Unis tels que dans la nouvelle configuration. Mais Trump va jouer la division. Il a déjà montré que politiquement, il se tourne vers des alliés naturels que sont l'Italie ou la Hongrie où il y a plus de, j'allais dire, philosophiquement, de rapprochement. Euh, les sujets potentiels sur lesquels il y a vraiment un terrain d'entente et en tout cas un intérêt mutuel immédiat, c'est la mobilité, on y revient toujours. Le fait de pouvoir que les salariés et les entrepreneurs puissent circuler librement, ça c'est un vrai handicap, en particulier pour le Royaume-Uni. Donc ils ont il y a le dogme politique, mais c'est vraiment un intérêt. Et puis l'énergie, puisque avec cette période de froid qu'on connaît là depuis maintenant 2 ou 3 semaines, il y a maintenant 2 semaines, donc j'en parlais avec le patron d'EDF qui participait à cette rencontre avec le MEDEF, et il a confirmé effectivement il y a 2 semaines, un mardi soir, on était à quelques minutes d'un blackout substantiel parce que le Royaume-Uni importe énormément de son électricité à travers il y a 4 câbles donc depuis le continent et comme il n'y a pas de vent. L'éolien représente un bon quart de la production électrique, mais quand il n'y a pas de vent, malheureusement, on peut pas faire tourner les turbines. Et donc l'électricité nucléaire française est bien commode. Et puis deux réflexions simplement juste par ça, c'est pour voir un peu un changement peut-être en tout cas un changement de pied. Kemi Badenoch, c'est donc la nouvelle leader du parti conservateur et qui a eu de nouveau un moment un peu de candeur en disant, en admettant que les conservateurs avaient fait des erreurs, en particulier par une erreur tactique en déclenchant, comme on s'en rappellera, Theresa May avait dit, avait déclenché les 2 ans en disant on va quitter l'Union européenne dans 2 ans sans avoir de plan, ce qui est quand même pas en termes de négociation, c'est pas terrible, et donc on n'avait pas de plan de rechange, et donc en admettant en creux que tous les traités qu'ils ont signés, franchement, c'est pas une très bonne idée. Et puis Keir Starmer avait fait une visite remarquée récemment en Ukraine et est passé par la Pologne. Et en rencontrant Donald Tusk, le nouveau, donc le Premier ministre pro-européen en Pologne, Donald Tusk, on le sait bien, un pro Union européenne évidemment, mais aussi très partisan et très malheureux en tout cas du départ de l'Union européenne du Royaume-Uni, a parlé de Britain. Et curieusement, les observateurs politiques ont observé que c'était la première fois que Keir Starmer ne répondait pas en rappelant de nouveau que on respectait le vote. Et donc il n'a rien dit. Donc c'est un signe. Certains disent
c'est pas les kremlinologues, mais les downstreetologues ont dit, ça veut dire qu'il y a peut-être un changement vers de nouveau on ne parle plus de ce vote qui a. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a un rapprochement? Je pense qu'on y lit un peu trop et qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une révision, en tout cas un retour vers l'Union européenne. Ça ne se passera pas avant très très longtemps. Voilà. Donc, on peut peut-être se consacrer à nos questions. Euh, Merci beaucoup. Merci bah, je t'en beaucoup, prie. Olivier. Non, c'était très stimulant, très clair, et ça montre d'ailleurs de mon point de vue que finalement, à ce stade, on a l'impression que l'effet, en tout cas économique, du Brexit n'est pas très significatif ni dans un sens ni dans l'autre, finalement, mais en tout cas, clairement pas dans le sens positif, et qu'il n'y a pas eu Non, de, de- de compensation par le développement de non. relations avec Ouais, d'autres zones, et que c'était probablement une tout à fait. illusion, je pense. Mais bon, donc, en tout cas, merci beaucoup pour votre présentation, pour cette qui balaye vraiment tous les aspects économiques, commerciaux, même politiques et culturels un peu de cette affaire. Donc, ben, j'ouvre la parole aux questions de la salle, enfin, c'est-à-dire la salle virtuelle. Donc, j'engage ceux qui veulent parler à lever la main. Donc, il y a Antoine, il a dit Antoine, première question d'Antoine Ferral. Oui, bonsoir. Antoine Ferral, CCE Union européenne à Bruxelles. Merci beaucoup pour votre présentation et tous les éléments que vous avez partagés avec nous. Euh, je noterai aussi dans les points positifs de rapprochement entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, déjà la signature de Horizon Europe, donc c'est-à-dire le Royaume-Uni est à nouveau un acteur dans le domaine de la recherche, ce qui n'est pas négligeable hein, pour des grands pôles technologiques aéro, automotive ou autres. Donc ça, c'est au moins jusqu'à 2028 et maintenant on prépare la contribution 2028-2034. Donc ça, c'est quand même assez important. Et deuxième point, dans les éléments positifs, l'Union européenne et le Royaume-Uni préparent aussi un accord sur la défense. Donc le feu vert a été donné il y a quelque temps. Il y a des drafts qui sont en train d'être préparés. On espère peut-être avant l'été prochain, mais il y a déjà la base d'un accord UE, Royaume-Uni sur la défense, là aussi avec des implications quand même assez lourdes sur l'industrie de défense. Donc voilà, moi je les considère comme des signes assez positifs. Le Royaume-Uni ne va pas revenir dans l'Union européenne demain, mais il y a heureusement, j'allais dire, des passerelles qui sont tissées quand même dans certains domaines stratégiques. Voilà, merci. Oui, tout à fait. Et sur ces points-là, vous avez raison de le souligner. Le programme Horizon, ça a été, enfin, pour le secteur de la recherche, un énorme, je veux dire, ouf de soulagement. Et sur la coopération militaire, oui, c'est calqué. En fait, c'est dans la même eau que Lancaster House, à la fois France-Angleterre et France-Union européenne. C'est évident que l'Union européenne a besoin du Royaume-Uni, et je crois que le conflit en Ukraine ne fait enfin, qu'accélérer ce Oui. besoin et mettre l'urgence. L'autre chose qui est passé assez inaperçu. Il y a donc un projet de loi qui est en train qui est devant le Parlement. C'est un truc assez technique. D'ailleurs, on lui a donné un titre complètement ennuyeux pour que personne, j'allais dire, n'en fasse, que la presse ne s'en empare pas, mais qui est, pour résumer, s'assurer qu'il y a une coordination des normes de produits, parce que c'est évident que si on veut vendre à un marché, il faut que les normes soient les mêmes, sinon on ne pourra pas vendre. Et donc il y a un travail très, je veux dire, discret mais efficace qui se passe en sous-main. Alors c'est un titre très long et très ennuyeux, mais on pourrait l'appeler coordination avec les normes européennes, ce qu'il ne faudrait surtout pas dire évidemment. Mais ça veut dire qu'il y a une vraie volonté dans certains milieux ils se rendent compte hein, qu'il y a ça. Mais c'est très difficile pour l'instant, on ne peut pas le faire ouvertement. Les observateurs politiques disent qu'on ne verra rien avant le prochain Parlement. C'est peut-être un peu pessimiste. Quand on dit ne rien voir, c'est de nouveaux accords structurants où on signe un traité avec des modifications. On parle par exemple de rejoindre, que ce soit l'union douanière ou le marché unique, mais un des gros sujets pendant la négociation, c'était justement, vous avez peut-être vu
ça s'appelait l'escalier de Michel Barnier, puisqu'on on partait de la situation où on a le plein, on est membre Oui. comment dirais-je, à titre complet, et puis on passe du ah ben non, on enlève à chaque fois des éléments et on se retrouve donc en bas de l'escalier en bas. Et une démarche, c'était, on pourrait faire partie, on pourrait être donc faire partie de l'union douanière, de la zone de libre circulation sans être membre. Bah oui, mais c'est comme la Norvège, ce qui veut dire ce qu'on appelle, on est rule taker, mais pas donc on n'est pas dans la salle quand il s'agit de négocier, mais on est obligé en fait d'appliquer. Donc quel est l'intérêt de faire le Brexit pour ça? Tout ça pour dire que pour l'instant c'est pas envisageable. Est-ce que dans 3 ans ça sera la même chose? On souhaite que ça change. Merci. Je crois que Jean-Christophe a une question à Est-ce que poser. est-ce que je pourrais Jean-Christophe poser une question? Pardon. Jean-Christophe a une question à poser, puis ensuite. Ah, pardon. Jean-Christophe. Ouais, j'y vais. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Alors, c'est une question un peu plus macroéconomique, mais le taux de change dans tout ça, est-ce qu'il a été utilisé ou envisagé comme un outil de conquête de création de valeur à l'international ou pas vraiment? La livre a perdu de la valeur par rapport à l'euro au moment il y a eu un décrochage en fait au moment du vote. Là, on en est. Je suis pas sûr que ce soit un vrai outil. Alors, les économistes pourront effectivement analyser ça de manière plus fine que moi en disant est-ce que d'avoir une monnaie, pour l'instant on est à euro livre, on est à 1,20 à peu près. Donc c'est très clair qu'il y a des moments où ça peut jouer sans doute. Ça n'a pas été utilisé en fait comme instrument de politique. Ça, c'est la réponse à la question. C'est pas. On a parlé un peu avec Alain avant de commencer la réunion. Le commerce extérieur n'a jamais été. Est-ce qu'il faut utiliser le mot obsession française? Mais c'est vrai qu'en France, le déficit du commerce extérieur, c'est un sujet depuis 40 ans. Ici, c'est jamais un sujet. Personne ne se préoccupe du fait qu'il y a un déficit. Et ça revient à ce que je disais sur le fait qu'on est content parce qu'il y a des échanges et qu'on est une place de marché. Il n'y a pas vraiment. Alors je corrigerai ça en disant que pour la première fois, le traité avec la Suisse, par exemple, se préoccupe quand même en regardant les services et les services financiers sont un atout et peut-être qu'il faut qu'on en profite et qu'on pousse là-dessus. Mais à part ça, il n'y a jamais eu de focalisation. J'ai jamais vu d'article de la presse ici se préoccuper du déficit du commerce extérieur. C'est pas un sujet. C'est assez incroyable pour nous. Ah bah pour des Français, c'est incompréhensible, tout à fait. C'est là où le pragmatisme britannique est différent de notre. Quelqu'un souhaitait prendre la parole, là, mais je n'ai pas vu qui. Est-ce que, oui, Alain, est-ce que je peux vous poser une question? Je suis sur un téléphone mobile, donc pardonnez-moi, je n'ai pas l'écran. D'accord, je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre, mais en tout cas, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir à tout le monde et bien sûr bonsoir Olivier. Moi je suis avocat, j'avais une question à poser à Olivier en tant qu'avocat et responsable d'un bureau d'avocats anglais. Est-ce que, avec le Brexit, est-ce que dans les grands contrats d'infrastructure intra-européens, financement banque européenne sur un projet, je ne sais pas, une banque française et un projet bulgare, quel droit on utilise? Est-ce que c'est toujours la common law ou est-ce que maintenant on commence à avoir un droit d'un des pays membres de l'Union européenne? Et si oui, lequel? Et quel tribunal choisir? Parce que je crois comprendre qu'avec la common law, on n'a plus accès après comment dire, à la Cour suprême de Luxembourg. Quelle est ton opinion, Olivier, sur la question? Merci. Oui, merci. C'est pas un domaine où je pratique du tout, donc moi ce que j'ai constaté, plus généralement sur c'est une des questions qu'on me posait pas mal dans les débuts donc de les négociations, en me disant mais que va-t-il arriver? Est-ce que le droit va changer? En fait, évidemment, le droit n'a pas changé. Le droit anglais reste le droit anglais, un contrat reste un contrat. Donc on continue d'appliquer au cas particulier. La réponse est je ne sais pas en fait sur les contrats financés par. Mon instinct, c'est dire que les Britanniques se sont un peu coupés effectivement de ces. C'est très clair qu'on risque de se tourner si on veut lever des financements de cette manière-là, on va se tourner vers du droit continental et des pays en jeu et des entreprises qui soumettent des projets à ce titre-là. Mais au cas particulier de savoir quel droit on va choisir, franchement, je ne saurais pas répondre. Tout ce que je sais, c'est que
il n'y a pas eu de diminution. Enfin, on continue d'appliquer le droit européen, le droit de common law dans les échanges. Moi, les échanges que je vois avec donc des entreprises européennes qui viennent commercer ici, ça n'a pas vraiment changé, ça n'a pas altéré cet équilibre. Pour le moment, ce que j'en vois. Sur ce sujet particulier, je n'ai pas la réponse. Merci. D'autres questions? On ne voit pas forcément toutes les personnes. Mais n'hésitez pas. Moi, j'avais une question, éventuellement, je pourrais revenir sur la relation avec les États-Unis. J'ai lu quelque part que Keir Starmer, donc le Premier ministre anglais, hier ou aujourd'hui, je sais plus très bien, avait relancé l'idée d'un accord de libre-échange, d'un accord de partenariat, je ne sais pas, avec les États-Unis. Est-ce que tu crois que, compte tenu de la politique de Trump en général et de l'opinion qu'il semble avoir des sociodémocrates et des travaillistes, est-ce qu'il y a une chance qu'il y ait un accord particulier commercial entre le Royaume-Uni et les États-Unis? Alors, il a effectivement, il n'a pas une affinité politique très clairement avec le nouveau gouvernement. Ceci étant, je pense que ça sera, à ce niveau-là, ça sera, s'il y a des négociations, c'est purement transactionnel. Et je ne pense pas que les Américains ont changé leur vision, qui est, si vous voulez faire un accord, il faut ouvrir vos marchés d'air agricole. Enfin, il faut que vous puissiez importer nos produits aux normes américaines. Et il faut que le NHS soit ouvert donc aux opérateurs privés. Et ça, je veux dire, même pour les conservateurs, on l'avait constaté, c'était déjà des lignes rouges. Alors, d'autant plus pour les travaillistes. Enfin, ça paraîtrait impensable que ça soit le. Il y avait des voix au sein du Parti conservateur, à la droite du Parti conservateur, qui étaient tout à fait pro cette ligne. On a dit que Rishi Sunak passait beaucoup de temps en Californie à courtiser, donc ou à être courtisé par certains opérateurs ou certains investisseurs donc dans le médical. Mais c'était une ligne orange foncé pour les conservateurs. Je pense que pour les travaillistes, c'est une ligne rouge. Donc, il est possible qu'il y ait un accord, mais les Américains vont demander la même chose que la dernière fois. Donc, je pense que ça risque d'être compliqué. D'accord. Ouais. Et est-ce qu'il y a une politique particulière vis-à-vis de l'Inde? Tu as évoqué la Chine, tu as évoqué les États-Unis, l'Europe, évidemment. D'autres grandes puissances, c'est un peu l'Inde. Il y a des relations particulières historiques avec l'Inde. Est-ce qu'il y a des accords particuliers en négociation? Voilà. C'est une très bonne question parce qu'effectivement, quand on regarde, je pensais l'évoquer parce qu'effectivement, on voit la Chine, la France a beaucoup développé depuis quelques années, donc a l'air de miser sur l'Inde comme un grand partenaire, bon, un peu incontournable vu la taille du pays. Et paradoxalement, on a effectivement des relations historiques, pour des raisons qu'on sait, avec l'Inde et le subcontinent indien, donc le Pakistan, le Bangladesh et l'Inde. Mais je pense que ça complique la chose. Theresa May, dans des efforts post-Brexit d'aller négocier les mains libres sans être retenue par l'Union européenne, avait fait un déplacement en Inde. Elle était partie en fanfare en disant ça y est, on va pouvoir faire des accords absolument extraordinaires. Et en fait, la chose a tourné court quand le gouvernement indien a dit mais non, mais ça c'est formidable, mais il faudrait qu'en contrepartie, de toute façon, si vous voulez qu'on ouvre le marché indien aux produits britanniques ou aux services britanniques, il faudrait qu'en contrepartie, vous ouvriez vos frontières aux Indiens, sans restriction. Et donc, elle est revenue un peu la queue entre les jambes. Ça a été tout ça. Et donc, il y a les Indiens savent très bien, ce sont aussi d'âpres négociateurs. Et donc, à ce niveau-là, il y a une relation compliquée. Il y a eu aussi c'est pas l'Inde, mais c'est le Bangladesh,
une ministre du gouvernement qui vient de démissionner parce qu'elle est la nièce d'une ancienne première ministre du Bangladesh et elle s'est retrouvée embringuée dans des affaires, enfin en tout cas de corruption de sa tante et comme il s'agissait de la ministre responsable entre autres dans son portefeuille de la City et donc de faire la police sur la corruption, ça faisait quand même un peu désordre que la ministre qui s'occupe de qui supervise les problèmes de corruption soit elle-même, son nom soit mentionné, on va dire, toute personne est innocente avant qu'elle soit reconnue coupable, mais et le fait que Keir Starmer les nommé sachant qu'elle avait cette connexion ne passe pas très bien, on va dire. Donc ça fait un peu désordre. Donc pour résumer sur les relations avec l'Inde, paradoxalement, il devrait y avoir une relation facile et finalement il y a une relation. Enfin, les Indiens ont la mémoire longue et l'indépendance est quand même relativement récente. À l'aune de l'histoire et donc ils ont gardé, ils savent très bien maintenant que le rapport de force est clairement inversé. Et donc, pour l'instant, on n'en est pas à des relations qu'on pourrait penser beaucoup plus fluides. D'accord. Sarah, je crois que Sarah, tu as une question. Donc... Oui, bonjour, merci beaucoup pour cet exposé très clair, enfin, qui est un bon panorama, je pense, pour nous, Français, de la situation dans laquelle est l'Angleterre. Moi, j'avais une question, je suis désolée, j'ai plus vos slides sous les yeux et du coup, j'étais assez étonnée et effarée même par le coût du Brexit que vous situez autour de 23 milliards par semestre, je crois. Trimestre même. Trimestre, voilà. Et en fait, excusez-moi par avance si c'était dans vos slides précédents, hein, les prémices de l'explication de ça, parce que je suis arrivée un petit peu en retard dans votre exposé, mais je voudrais comprendre concrètement à quoi attribuer ça, parce que est-ce que c'est simplement le déficit d'accords globaux en remplacement de la sortie de l'Union européenne qui explique ça, parce que intrinsèquement, si vous nous dites que ce sont les services qui font le gros du marché, les services anglais n'ont pas perdu de valeur, d'autant qu'ils n'ont pas pâti, si je comprends bien, d'un problème de taux de change. Donc, je voudrais comprendre, en fait, et quand on a des accords avec des entreprises qui sont intéressées par les services, il n'y a pas de raison d'un coup qu'on accuse une... je voudrais comprendre si ça a été un effet épouvantail, en fait, la sortie Brexit qui a fait que énormément de clients ont rompu tout lien avec les entreprises, par exemple, anglaises sur la commercialisation de leurs services. Enfin, vous voyez, je ne sais pas si je suis claire dans ma question. Non, mais j'entends bien et c'est vrai que c'est un. Donc, je pourrais circuler d'ailleurs. Il y a un très bon article de cet organisme qui s'appelle le Center for European Reform et qui donc a fait ce travail d'analyse. Ah oui, c'est intéressant. Oui, tout à fait. J'ai deux, trois études comme ça qui, je pense, viennent étayer. Et en fait, leur constatation, c'est de dire là où par exemple, les services et circulation de biens entre les pays de l'Union européenne ont continué évidemment et parce qu'il y a un marché unique, donc tout ça passe sans entrave. Le fait de ne pas avoir la possibilité de faire ces échanges, tout simplement, c'est le manque à gagner. Alors il mesure pas, c'est pas une perte au sens où il y a eu un moins, mais ça aurait pu être encore meilleur. Et le encore meilleur, on l'estime à ce montant-là, qui paraît tout à fait, le chiffre paraît effectivement colossal. Mais à l'échelle des échanges et de la taille des marchés. Finalement, et je vous enverrai l'article est tout à fait intéressant qui analyse ça de manière assez détaillée. Oui, parce que ce serait intéressant de savoir, comme tu mentionnais 4 points de PIB en fait, de perte sur quelle durée c'est calculé, quoi. C'est pas quand même, je pense que c'est une très bonne période. Donc, tu peux nous donner l'article. Et il y a eu, quand on observe, donc c'est toujours difficile à mesurer, hein, c'est qu'est-ce qui se serait passé si le Royaume-Uni avait toujours été dans l'Union européenne. Et c'est ça en fait ils ont essayé de faire cette analyse. C'est jamais une science exacte, mais ils estiment très clairement il y a eu une perte et ils l'estiment ils mettent des montants dessus qui sont considérables. Oui, d'accord, ça me rassure un peu parce que c'était un peu catastrophique. Oui, non, mais tout à fait. Après, moi aussi je suis juriste, c'est vrai que pour nous c'est des concepts entre le manque à gagner et la perte de chance, c'est ça qui est intéressant. C'est de savoir effectivement comment les économistes, eux, ont cette appréciation-là plus tout à fait. précise. Je fais pas de contentieux, mais mes collègues du contentieux, quand ils essayer d'estimer toujours une perte de chance, c'est toujours un exercice quand même un peu compliqué.
exactement. Merci beaucoup. Merci. Jean-Christophe, tu as levé la main, c'était la fois précédente ou... Non, c'était toujours de la fois précédente. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions que les uns ou les autres? Moi, j'avais juste une Oui. réaction, parce que j'ai vu aussi dans vos slides que le partenaire privilégié historique restait quand même l'Union européenne, partenaire commercial. Et ensuite, vous avez fait une sorte de hiérarchie des chantiers prioritaires pour l'Angleterre vis-à-vis de ses partenaires. Et j'ai vu que vous aviez mis USA, Chine et Europe derrière. Donc, on est bien dans dans cette logique-là. C'est indépendamment du fait que l'Union européenne reste le partenaire, ça reste le troisième axe prioritaire de la consolidation commerciale UK dans la stratégie. Alors, c'était peut-être un acte manqué de ma part, effectivement, non, mais c'est vrai que commercialement, et on le sait tous, enfin, comment dirais-je, plus on est éloigné d'un marché et moins la relation est fluide et importante, c'est très clair. Donc, ça reste, voilà, quasiment la moitié des échanges se font avec le marché qui est à nos portes. Mais c'est vrai que après, si on analyse pays par pays, les USA sont l'investisseur, par exemple, le plus important en termes d'investissement d'entreprises étrangères. C'est de très loin le pays qui est l'investisseur en tête depuis toujours, j'allais dire, depuis qu'on fait des statistiques. C'est très clairement le cas. Et puis la Chine, parce que justement, il y a cette prise de conscience, enfin, c'est pas un mystère que c'est un partenaire complètement indispensable et qui avait eu cette période où le Royaume-Uni se flattait d'être en fait le partenaire privilégié de la Chine en Europe, faisant partie de l'Union européenne. Enfin, il y avait pas photo. On est à la fois un marché financier très important. On est la porte. Jacques Calvet parlait du Royaume-Uni comme le porte-avions japonais au large des côtes européennes. Et il n'avait pas tort, en fait. C'est cette porte d'entrée vers l'Union européenne pour des pays lointains. Donc cet ordre de priorité est sans doute, oui, la réalité est que c'est l'Union européenne qui le reste, mais vous avez raison. Je pense que dans l'inconscient, enfin, c'est l'inconscient collectif, mais la réalité, les États-Unis restent, comme disent certains Britanniques, une colonie qui a mal tourné. Donc, il reste toute cette histoire de special relationship, etc. Il y avait par exemple, il y a dans la foulée de l'élection de Donald Trump, il y a eu toute une histoire quand Obama a été élu. Le buste de Churchill est-il sorti du bureau ovale? Et les gens se scandalisaient, a-t-il été mis dans un couloir? Où est le buste de Churchill? Et alors là, apparemment, le buste de Churchill aurait retrouvé sa place. C'est impossible de savoir la réalité parce que il y a tout un fantasme autour de ça, et ça montre bien à quel point il y a beaucoup d'imaginaire là-dedans, mais qui après joue un rôle dans la relation entre les deux pays. D'accord, Bien, merci. je crois que Stéphane a une question. Évidemment, en tout cas. Oui. En fait, bonjour. En Bonjour. fait, une idée comme ça qui me venait en tête. Si jamais la relation, justement, Royaume-Uni, États-Unis, finalement, correspondait d'ailleurs à ce que souhaitent les Britanniques, c'est-à-dire meilleure qu'avec les autres, je me dis que peut-être que c'était meilleur qu'avec certains partenaires de l'Union européenne. Peut-être que nous, on aurait intérêt, des fois, à positionner certaines activités, peut-être, au Royaume-Uni, histoire de mieux les exporter vers les États-Unis. Je ne sais pas si les Britanniques voudront se positionner comme ça, mais ça pourrait être une façon de détourner des taxes à notre égard. Je ne suis pas sûr. En fait, je crois que les commentateurs ici, d'ailleurs, observaient que Donald Trump, c'est un acquis, est un partenaire imprévisible et changeant. Ceci étant dit, les gens se posaient la question de dire, comme il avait semblé nouer une relation avec lui pendant son dernier mandat, et étant donné son ancienneté parmi les chefs d'État et gouvernements européens, est-ce que il a une carte à jouer pour essayer, mais ça passerait directement sans passer par la case Royaume-Uni. En étant un interlocuteur, il avait semblé trouver une façon
de gérer le personnage de Donald Trump. Alors, est-ce que c'est encore vrai vu la situation politique française en ce moment? Difficile à dire, mais ça paraît un peu compliqué de se dire on va miser sur le Royaume-Uni, on va faire un coup à trois bandes en allant. C'est le porte-avions inversé, ce serait le porte-avions inversé. Là, Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Une espèce de. Oui. Un caillou au milieu du torrent pourrait. Non, ça, je pense pas. Non, non Trump est très transactionnel, donc comme on le sait, comme on l'a dit, hein, il va gérer, il va essayer de diviser, mais ce que font les Britanniques aussi, hein, avec l'Union européenne, en essayant d'avancer, enfin ils l'ont fait pendant les négociations, d'avoir des relations de 1 à 1 plutôt que de traiter avec l'ensemble de l'Union. Bien sûr. Très bien, merci Olivier. Est-ce qu'il y a d'autres dernières questions à poser? Je vois personne qui lève la main. Donc, il me reste au nom de tous à te remercier Olivier pour... Peut-être une petite question, Alain, sur une question qui a été posée dans la conversation. Donc je la pose. La fameuse présentation PowerPoint pourrait-elle être disponible? Ah oui. Tout à fait, non, il n'y a pas de problème. J'allais le dire, hein, on va vous l'envoyer bien sûr, ainsi qu'une série de G2-3 documents dont celui que j'ai évoqué, donc que Sarah, on y a fait allusion. Il y a ça, il y a un papier assez bien fait, le baromètre franco-britannique, donc avec des choses assez détaillées sur là où on est déficitaire, là où on est bénéficiaire. Je vous dis sur pratiquement tous les postes. Ça c'est l'axe UK-France. La France est excédentaire, mais c'est assez bien fait et ainsi que des données sur les deux. Alors sur la finance, là c'est le cabinet Eurogroup, donc qu'on connaît bien, Eurogroup Consulting, de notre ami le patron du UK est un de nos CCE, et donc il a produit une étude sur la place de Londres contre Londres versus Paris, en fait, pour un peu regarder. C'est très intéressant puisque la finance est vraiment j'allais dire la chose qui marche ici, et la démarche vis-à-vis de la Chine est tout à fait délibérée, que c'est là-dessus que le gouvernement se concentre. Essayer de remettre à jour là c'est de nouveau une autre sorte de special relationship. Donc je vous enverrai ça, enfin je l'enverrai à Alain comme ça pour faire circuler ces éléments. Oui, simplement pour revenir là-dessus, sur ce que je l'avais vu en effet, enfin, en tout cas nous, en France, on a vu Valérie Pécresse, pour ne citer qu'elle, mais se précipiter à l'époque du Brexit sur le fait de prôner l'attractivité, notamment des places financières françaises comme concurrentielles. C'était le moment où il fallait créer la surprise et essayer de rattraper tous les investisseurs qui ne voulaient pas avoir affaire à l'Angleterre. Par rapport à ça, vous diriez qu'il y a eu une perte d'attractivité, je ne pense pas, hein, de la place financière londonienne par rapport au Brexit? Ça a vraiment entamé leur image Alors, oui, bonne question, tout à fait. C'est donc si on se rappelle à l'époque, donc au moment du Brexit, il y avait des prévisions, j'allais dire au pire et catastrophiques. Xavier Rollet, donc qui était un Français qui était patron du London Stock Exchange, donc de la bourse de Londres, avait parlé d'une perte entre 200 et 230 000 postes qui allaient fuir la City. Enfin, toutes les banques faisaient des plans de contingence en disant oh là là, il va y avoir un exode absolument épouvantable. Et puis après, donc toutes les banques américaines sont allées faire un peu le tour ils sont allés à Dublin, ils sont allés à Francfort. Et Paris a été un des grands gagnants, en fait. Dublin, c'était très bien, mais c'est tout petit. En fait, ne serait-ce que pour trouver de la main-d'œuvre et même pour de manière très pratico-pratique, pour se loger. Enfin, Dublin, c'est une petite ville de province, en fait, à l'échelle européenne. Une de nos CCE qui a rejoint Google, en fait, n'a pas pu déménager à Dublin. Elle dirige Google Irlande depuis Londres. Parce qu'on ne peut pas se loger, en fait. Donc elle fait l'aller-retour. La ligne Londres-Dublin est une des premières lignes aériennes au monde, hein. C'est un bus, donc les gens font les allers-retours sans arrêt. Luxembourg, c'est tout petit, et puis en plus ça dépend des activités. Francfort, c'est pareil, les banquiers américains ont dit bon. Et finalement, Paris est devenu l'agence bancaire donc européenne s'est mise à Paris. Donc Paris a fait beaucoup d'efforts et qui ont bien payé.
Et in fine, quand on regarde de nouveau avec le recul, qu'est-ce qu'il y a eu finalement comme déplacement et comme perte, on estime, alors le Lord Mayor de Londres dit jusqu'à emploi direct et indirect jusqu'à 25-30 000. En perte sèche, on estime entre 7 et 10 000 personnes. Donc c'est vraiment sur une population de 300 000 personnes. Donc c'est resté, comparé aux prévisions de l'époque, c'est resté relativement modeste. Et il y a des métiers qui n'ont pas du tout bougé. La gestion d'actifs, zéro effet. La gestion d'actifs n'a absolument, le Brexit, c'est comme si rien ne s'était passé. Comment dirais-je, le currency trading, donc pareil, Londres reste une place absolument colossale. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'impact, voilà, tout ça se fait virtuellement. Il y a le savoir-faire, c'est une place très liquide, donc évidemment l'argent attire l'argent. Donc, donc finalement, donc la City il y a eu un effet un peu de vase communicant, mais ce qui s'est passé, c'est plus en particulier les banques américaines ont gardé beaucoup de monde ici. Ils ont plus augmenté en fait leurs effectifs sur le continent, parce qu'on leur a bien fait comprendre qu'il s'agissait pas simplement d'avoir une plaque sur un immeuble, il fallait avoir des gens en Europe si on voulait. Il n'y a plus le passeport, donc on peut plus effectivement vendre de produits depuis le Royaume-Uni jusqu'à vers l'Europe, mais ils ont simplement mis du monde en Europe, mais il n'y a pas eu l'exode qu'on avait prédit. Donc c'est une question très pertinente et très intéressante de voir ce qui s'est passé. Et en fait, les efforts qui ont été faits par Christian Noyer est venu faire aussi, enfin tout le monde est venu à Londres pour essayer donc vendre à la place de Paris, a fini par porter ses fruits. Une des grosses objections, ça avait été le manque d'infrastructures en termes éducatifs, donc d'écoles internationales pour des donc anglophones. Là aussi, il y a eu des efforts importants de fait. Arnaud Vessier, qui a beaucoup œuvré dans ce niveau-là, pourra le dire. Donc, il y a eu un effort, et un effort qui a porté ses fruits. D'accord, parfait. Merci. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions de l'auditoire? Je n'en vois pas. Donc, il reste à remercier Olivier au nom de la Paris Exportation pour sa participation. Et c'était vraiment stimulant intellectuellement. Donc, on aura d'autres occasions d'échanger sur ces sujets, et ça éclaire bien votre démarche de réflexion globale sur ces questions, ces évolutions du commerce international depuis quelques années, donc, en le cas du Brexit, mais aussi compte tenu du contexte nouveau. Voilà. Donc, merci encore, Olivier. Merci à toutes et à tous. Et puis à très bientôt. Donc, nous aurons une prochaine séance le 12 février consacrée au Mercosur, qui est bien connu aussi l'actualité pour nous tous. Merci et bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Merci Alain. Merci. À bientôt. Au revoir, bonsoir. Ciao, ciao.